typiquement, on a regardez ça. Ça vient pas. Ouais, ça n'a rien à faire dans le... Il y a des choses déchirées, des filtres à air. Bouteille de lait, carton, bouteille d'eau, ce genre de verre, du verre, du papier, du verre, la badoie, la bol, tu vois, tous ces trucs-là, normalement, c'est l'entrée. Donc ça va finir à continuer pour aller voir ta vie. Ah, c'est quoi là? C'est de l'emballage. Carton, bouteille, tu vois. Bouteille, carton, papier, peau, acier, alu. Ça a déjà été trié quoi. Alors non, ça, enfin, trié par l'usager. Ouais, ça c'est ce qui vient des bacs jaunes. Ça c'est ce qui vient des bacs jaunes, exactement. Et donc c'est ce qui va aller au centre de tri pour qu'il nous fasse l'opération de séparation des différentes catégories après. Donc ça, plutôt bien trié ça. Là visuellement, là ça paraît pas trop mal. Là ça paraît même propre. Mieux que les ordures, mais d'accord. Donc là, les ordures sont stockées ici avant d'être traitées alors. Exactement, elles vont être reprises au grappin, on va voir à l'intérieur. Et on va les faire simplement. Il y a un grappin avec un opérateur sur un compte visuel web aussi, la même info, et puis ensuite il vient de charger ça dans la mais on n'a pas eu entre-temps d'opération de préparation. En acier, du carton, du papier, des journaux de magazine, voilà. Ça, ce sont des éléments qu'on ne qui ne devraient pas se retrouver effectivement sur l'usine aussi. Au pire, on pourrait estimer que ça, il devrait y avoir moitié moins en moitié moins en volume, exactement. Elle a vu sur la fosse les camions la réception. On verra tout à l'heure quand il amènera le grappin. C'est de contrôler visuellement son chargement de grappin et ensuite d'alimenter la cellule de combustion au niveau de la trémie. Où on a tout le fonctionnement de l'usine qui est ici. Un synoptique fonctionnement de l'usine, il vient cliquer sur par exemple l'ensemble de combustion et il va retrouver tous ces paramètres en semi-automatique. À côté, tout ce qui va être suivi des rejets atmosphériques, on va retrouver les contrôles en continu des différents paramètres comme l'acide chlorhydrique, comme le type de carbone, les poussières, le soufre, les oxydes d'azote, ce genre de choses. Comment ça fonctionne? Le grappin il vient décharger donc le déchet dans une goulotte d'introduction. On a une cellule, donc on est sur un principe d'autocombustion, c'est-à-dire que c'est le déchet qui prend feu tout seul. On n'a pas de source d'énergie extérieure pour alimenter la cellule de combustion. Et ensuite, on va récupérer ces gaz chauds pour les envoyer sur un ensemble chaudière et produire l'énergie. D'ailleurs, mais c'est pas... Non, mais c'est en revenant service, c'est pas possible. Ah, ok. Ouais, tu l'amènes, tu vois, juste devant, je pense pas qu'il voit. Plus près de la vitre. Elle est juste, je pourrais pas le dire. Voilà. Ah oui, c'est du déchet de... Ouais. Dans la cellule. Là, la cellule est comme tout on va aller en bas. La cellule c'est là où arrivent les déchets. Ouais, les déchets sont dedans. Les déchets sont en combustion.
l'extérieur. On est vraiment sur une autocombustion. Comme à la maison, je mets du bois dans ma cheminée, j'entretiens le feu. Ben là, je mets du déchet dans le foyer et j'entretiens le feu. Si je ne mets pas de déchet, le feu s'éteint. C'est l'intérêt de l'incinération, c'est que ça ne consomme pas d'énergie. Ça consomme de l'électricité pour faire fonctionner l'installation. Mais le feu, il est alimenté seul avec le déchet. Donc le déchet, c'est un combustible, c'est notre ressource. Et ça dégage pas de l'émanation toxique. Ah bah après, on a un système. Alors, on n'en a pas parce qu'effectivement, on est à la différence de la maison, c'est qu'on est sur des très hautes températures saturées en oxygène, donc on a ce qu'on appelle une combustion complète, très haute température, foyer fermé et saturé en oxygène, et on a ensuite un traitement de fumée derrière avec les réactifs qui vont bien pour venir capter les acides chlorhydriques, les oxydes d'azote. On injecte par exemple de l'urée pour capter les oxydes d'azote. Voilà, on a quand même un système de traitement. On peut la cheminée, on n'hydrogène que du CO2. On n'a pas de fumée, on n'a pas de panache de vapeur d'eau. Alors que l'usine tourne. La tension CO2 que l'on mesure par rapport à ce que nos industriels n'ont pas consommer. On fait un calcul émission émise, c'est-à-dire notre CO2 que là on rejette ici à l'usine, et émission évitée, c'est-à-dire si nos industriels avaient consommé du CO2, mais aujourd'hui le bilan il est favorable, c'est-à-dire qu'on a plus d'émissions évitées que d'émissions émises. Parce que le gaz, on est obligé de le faire venir des pays type Russie ou pays du Nord, et donc ça a un impact environnemental dans l'extraction, dans l'acheminement et dans la consommation, dans les vapeurs de nos industriels. Donc aujourd'hui on a un bilan carbone qui nous est favorable. Et ça on le mesure tous les 2 à 3 ans. Par de l'usine, et que les machines industrielles, et donc se substituer aux énergies fossiles. Ça c'est en mélange, c'est quoi la sortie du four. Ça prend un bac d'eau pour refroidir et ensuite en sortie, nous on a un tri qui s'opère pour séparer les ferrailles et séparer le mâcheur. Donc on a un aimant qui nous sort les ferrailles. Ici, ensuite le mâcheur. Ça c'est de la ferraille. Ça c'est de la ferraille qui est dans les sacs. C'est carburant ménagère. Les bouteilles d'hélium. Les bouteilles d'hélium, on en a beaucoup. Ça c'est pour endurer les poires rouges avec les ballons de bleu. C'est pour les faire. Et ensuite les gens, ça nous laisse. Ça c'est la 90% de la ferraille, c'est de la boîte de conserve. Donc ça, normalement, ça aurait dû aller dans le frigo. Et après, c'est donc des choses qui voilà, et qui ne devraient pas être ici. Alors, on les revend, mais normalement, la filière, c'est pas ici. C'est tout en déchetterie. Pour les grosses ferrailles comme ça c'est de la déchetterie, ça. Les gamelles, les micros, c'est de la déchetterie. On fait toute une série d'analyses dessus. Et on a un arrêté ministériel, je ne rentre pas dans le détail, mais quand le mâcheur est bien conforme, ce qui est le cas dans 99% des cas de figure, on le recycle en technique routière. Il part en sous-couche de forme, soit sous des dalles béton, soit sous des routes. Bon. Et ça... Donc ça c'est ce qui reste. Là, c'est ce qui reste. Voilà ce qui reste de ce qu'on a sorti, de ce qu'on a passé dans le four. Donc on va retrouver ce qu'on appelle les infusibles, la porcelaine. Donc par exemple, s'il y a eu un bol ou une assiette qui a été mise, on va retrouver de la silice, du verre, hein, si quelqu'un a acheté du verre, des bouteilles en verre. Voilà. Et puis après, là, ce qu'on appelle nous une grave, hein, c'est aussi de la silice. C'est ce qui va rester, par exemple, du plastique ou des choses comme ça qui auront été brûlées. Donc ça c'est que du minéral, c'est inerte, ça n'évolue plus ça dans le temps. Ça ne va pas fermenter, c'est vraiment inerte. C'est pour ça qu'on a le droit de le valoriser en technique routière. Et ça représente quel tonnage, ça À l'année, je t'ai pas dit, l'usine elle traite 29 000 tonnes d'organes. Et le tonnage de vache vert, c'est à peu près 4 000 tonnes. Le tonnage de ferraille, ça, typiquement, c'est une assiette, ça.
Tu vois, c'était une assiette. Et puis, bah, alors ça prend en bloc, mais voilà, tu vois, ça fait ça avec des petits bouts de verre. Et donc ça c'est inerte. Donc c'est pour ça qu'on est autorisé à le valoriser en technique routière. Ça remplace des matériaux de carrière. Donc les ferrailles, ben voilà, donc là nous on les stocke ici. Alors ça sert principalement ces ferrailles-là à fabriquer du fer à béton. Principalement, tu sais, le fer à béton, voilà. Tu vois, j'ai bouteille d'hélium, un bidon, ça tu vois. C'était peut-être un magnétoscope ou un truc comme ça, voilà. Ça normalement, ouais, ça doit être magnétoscope. Ça c'est D3E, déchets électroniques en déchetterie. Qui s'est retrouvé dans les sacs noirs. Ordures ménagères. Problème de civisme. Ouais, parce que dans un magnétoscope, il y a des... Oui, des métaux que normalement on va les récupérer. Le magnétoscope il va être démantelé, on va récupérer les cartes électroniques, et des cartes électroniques, eh bien on va récupérer les métaux. Nous quand il arrive ici, bah, il est brûlé. Donc voilà, ça c'est des petites choses par exemple, ça c'est pas passé dans le four. Hein. Mais après tout le reste ça s'est passé dans le four. Donc typiquement on va récupérer du vélo. Alors, ça c'était dans les sacs noirs. Des jantes de voiture, de la bouteille de gaz, un coffre-fort, des radiateurs, des chauffe-eau, des boîtes de vitesse, tu vois, des boules de pétanque, beaucoup de boules de pétanque. Des boules de bowling. Ça c'est de la boule de bowling. On en a sorti une douzaine. On en a sorti une douzaine du four l'autre jour. Enfin voilà. Ça c'est que de la collecte sélective effectivement. Il y a du sac ou du vrac. Mais c'est mélangé. Comment ça fait que les plastiques sont mélangés au reste? Du sac explosé ou comment? Ouais, il y a comme des bouteilles plastiques, des choses qu'on aurait pu, je sais pas. Avec le carton, ça se mélange? En fait, du coup là, tout ce qui est emballage multimatériaux, c'est soit du coup dans un sac jaune ou en vrac quoi, directement. Ouais, tout à fait. C'est mélangé un peu quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Donc là, tout arrive du coup sur nos deux stocks. Ok. Et après, là, par exemple, là, vous avez un vidage actuellement de Rennes Métropole là, en multimatériaux, donc il va se mettre directement ici au ras du stock et puis on va changer quoi. Et en parallèle, du coup, la chargeuse ici là, elle a un godet de 7 mètres cubes pour alimenter directement la chaîne de tri quoi. À Malétroit, de la collecte grue. Le camion, c'est un camion grue, donc le gars il est tout seul, il a une grue qui est devant, il vient prendre les colonnes enterrées et il vient les vider dans le panier à l'arrière. Après à l'intérieur ça compacte et là maintenant il va ouvrir et il va décharger sa collecte sélective. Ça c'est à Rennes mais c'est typiquement ce qu'on retrouve aussi sur Malétroit. On va le voir vider normalement. Qu'est-ce qu'il fait? Là, le blanc là, qui va rentrer, ça c'est les caissons de Josselin qui arrivent. Donc ça arrive de la station de transfert de Josselin. C'est là où c'est marqué, le camion qui monte le nez là. Ouais. De papier GRM quoi. Donc en fait on a un tapis par matière. Après on a des géométries qui corrigent les erreurs de qualité de prix. T'es obligé de l'enlever, la poterie.
Donc ici, là, c'est la mise en balle. Bastien. Ouais. La mise en balle se fait ici. Donc ça, c'est une fois que on a séparé nos matières, toutes les matières tombent dans des stylos, des alvéoles. Il y a un conducteur de presse qui va piloter la presse en disant je passe du PET clair, du PET foncé, de l'ELA, du PP, du PS, voilà, de différentes matières. Et après, on fait des balles d'environ 800 kg, une tonne. Et après, on les classe par matière. Vous voyez, vous avez du PET couleur à gauche, là, du PET clair à peu près au milieu, de l'ELA, du tétra juste à droite, là. Et ensuite, après, le papier, par contre, on le conditionne pas, il est rechargé en vrac directement avec une pelle grappin dans un FMA. Un FMA, c'est... Plastique du bouchon qui va remonter à la surface de l'eau et le plastique de la bouteille qui va redescendre. C'est pour ça que c'est assez facile derrière de séparer. Après, il va y avoir la partie où ils vont fondre les plastiques ou les plastiques. Et ensuite, c'est soit remoulé pour revenir entre un autre emballage ou autre, ou alors ça peut être également étiré et obtenir de la fibre qu'on va pouvoir mettre en rembourrage, couette, oreiller, matière polaire, etc. Ça peut être recyclé définitivement? Non, pas de plastique. Pas de plastique, mais plusieurs fois quand même. Après, nous, à l'œil nu, on ne peut pas voir si la bouteille a été recyclée une fois, 3 fois ou 4 fois. Donc, voilà. Les emballages en acier qui vont venir. Alors après, l'acier et l'aluminium, c'est comme le verre, hein, ça se recycle continuellement. Soit en emballage en acier, soit ils prennent plusieurs boîtes de conserve. Hein. Par exemple, là, on est sur 8 boîtes de conserve et fabriquent la partie d'une casserole. Qu'on ne veut pas retrouver dans la poubelle de tri. Voilà. Pareil, du coup, en emballage aluminium, mais également tout ce que vous avez autour en aluminium. Hein. Ça peut être des rayons sur un vélo, ça peut être l'aluminium réutilisé sur beaucoup de choses. Hein. Et le carton, ils vont tremper le papier, faire une pâte. Alors à savoir que plus le papier va être blanc, plus il va être facile à traiter, plus il y aura des étapes de traitement. Si le papier il est imprimé, il va y avoir quelque chose dessus, etc. Donc ils vont faire une pâte. Une fois qu'ils ont une belle pâte bien propre, ils vont pouvoir étirer et reformer soit des bobines de papier blanc, ou alors avec des feuilles avec des journaux, ils peuvent aussi fabriquer des boîtes d'œufs en carton. Boîtes d'œufs en carton alvéolées. Voilà. Prendre des cartonnettes autour des lots de yaourt. Quand on achète des lots de yaourt, là il y a une petite cartonnette. Ils en prennent 8, ils mettent ça dans l'eau, ils font une pâte, ils étirent, ils fabriquent une boîte à chaussures. Cette boîte à chaussures peut être cassée et remis au tri plusieurs fois. 7 à 8 fois environ la fibre papier carton. Ça, quand je reçois les écoles, les enfants ont un imaginaire, je suis obligée de me reprendre à 3 fois. Voilà. Ils vont tremper, du coup, enlever la partie cellulose, la partie carton, faire une pâte, exactement comme le papier carton, étirer et fabriquer du papier jetable. Papier toilette, mouchoir en papier, serviette en papier. La partie plastifiée et aluminisée pourra, ça va être juste sur le panneau ici, on pourra fabriquer du papier cadeau aluminisé. Voilà. On ne peut plus voir doucher de fruits parce que je suis un papier toilette. Le caoutchouc de pneu, il s'en sert pour faire du pneumatique dans les jardins publics. On a en bas du toboggan pour atteindre la chute. Voilà.